Bonjour tout le monde et bienvenue dans la suite de la chapitre 1 en cancérologie. Donc, on est arrivé la dernière fois en tumeurs bénignes et tumeurs malignes. On a regardé la différence entre ces deux types de tumeurs. Donc, aujourd'hui, on va toujours continuer avec notre cours pour regarder comment on peut découvrir un cancer, quels sont les signes cliniques qui est manifestés lors d'un cancer. On peut regarder que les syndromes sont généralement non spécifiques. Donc, il n'y en a pas vraiment des syndromes qui indiquent directement d'avoir un cancer. Ce sont des syndromes qui sont en commun avec beaucoup d'autres maladies. Donc, si vous regardez, par exemple, une des premiers signes cliniques de diagnostic, c'est les syndromes hémorragiques. Après, on peut avoir des syndromes un petit peu plus spécifiques qui sont des syndromes dits tumoraux, comme la nodosité. Donc, avoir une nodule où il y a une masse cellulaire importante dans le lieu de cancer. Ce n'est pas toujours évident de la découvrir, surtout s'il est vraiment à l'intérieur du corps, loin d'où on peut la toucher directement. Et cette nodule, elle peut avoir des aspects différents d'un cancer à un autre. Après, quand vous savez encore, très bien, ce n'est pas tous les nodules, ça veut dire un cancer. Hein, il faut très bien tenir ça en considération. Et on a encore des syndromes dits fonctionnels, comme la perte de poids, qui est causée par la diminution énergétique dans le corps. Donc, la quantité d'énergie, la quantité d'ATP livrée par le foie, ou bien, pardon, par le corps, elle est majoritairement, la majorité de cette ATP, de cette énergie, est consommée par les cellules cancéreuses. Et les autres cellules du corps se trouvent sans beaucoup d'énergie. Et ça se finit par quoi? Ben, lorsqu'on a plus de demande d'énergie, on a moins d'énergie qui est disponible, on commence à perdre du poids. On commence à consommer les cellules lipidiques, les cellules adipocytaires, et de le faire transformer en énergie, ce qui est favorisé ou ce qui apparaît par une perte de poids. On peut avoir dans quelques cancers un tout mais qui est persistant, ce n'est pas un tout qui apparaît, qui est facilement traité comme un tout causé par un syndrome grippal, par exemple. On peut avoir un changement de la tonalité de voix, une raucité de la voix. On peut avoir de la constipation, des troubles digestifs, etc. On peut avoir des syndromes inflammatoires comme la fièvre. Donc, si on peut regarder grosso modo, d'une manière générale, tous ces syndromes, on peut distinguer quoi? On peut distinguer que ce ne sont pas des syndromes qui sont faciles à différencier à un cancer. Ce pas des syndromes qu'on peut avoir juste dans le cas des cancers. C'est pour ça que c'est un petit peu difficile de connaître qu'il y en a un cancer. Quelqu'un qui a un cancer du poumon, peut-être il peut rester jusqu'à la stade 3 du cancer jusqu'il développe un tout persistant. Ben, le monsieur il va commencer à prendre les médicaments pour diminuer ce tout. Et là, il va remarquer que la toux elle est toujours persistante. Là, il va s'inquiéter, le monsieur, et puis aller faire des analyses. Après, peut-être oui, peut-être non, que les médecins ils vont découvrir qu'il a un cancer ou pas. On a quelques syndromes qu'on peut les avoir, mais pas toujours. Donc, ce sont des syndromes exceptionnels, comme des syndromes inflammatoires, des syndromes cutanés, neurologiques, perte un petit peu de conscience, même des syndromes endocriniens, une dérégulation de taux des hormones endocriniennes dans le corps. On peut avoir des troubles de la coagulation, surtout dans les cancers du sang. On peut même avoir jusqu'à une thrombose veineuse profonde causée par le cancer. Donc, ce que vous voyez devant vous, c'est une ponction parastrénale. Qu'est-ce qu'elle nous montre? Elle montre une masse tumorale, là, comme vous voyez ici. Là, ça demande vraiment un médecin qui est spécialiste dans ce type de diagnostic, qui peut vraiment distinguer la masse tumorale, que ce soit une tumeur bénigne ou maligne, par rapport à des autres coupes ou bien par des autres coupes parastronales. L'anatomopathologie, une des parties les plus importantes en cancérologie, là, ce sont des spécialistes qui s'appellent l'anapathe, spécialistes en anatomopathologie. Ben, c'est une spécialité en médecine
qui a comme but juste d'étudier les coupes histopathologiques. Donc ici, le médecin, il va demander une coupe histopathologique, il va demander une biopsie de patient, ce qu'on appelle nahna al-khazra. Il va regarder cette biopsie et il va étudier plusieurs variables, plusieurs caractéristiques. Il va regarder tout d'abord la taille, la localisation d'une masse tumorale. Qu'est-ce qu'elle a comme taille? Et elle va donner un ordre de cette taille. Elle va regarder, elle va mettre, par exemple, vous voyez R2, R1, R0, ou bien T1, T3, T2. Ça dépend des médecins, de leurs guidelines qui les suivent par nomination. Alors, il va dire que ces résidus qu'il est en train de les voir, c'est des résidus macroscopiques, microscopiques, c'est grand, c'est petit. Est-ce qu'il y a des résidus ou pas? Il va regarder encore des études immunohistochimiques. Qu'est-ce qu'on voulait dire par les études immunohistochimiques? Il va regarder les récepteurs ou bien les protéines qui sont exprimées dans ces cellules. Donc, c'est un petit peu difficile pour vous maintenant de comprendre tous ces termes bon, biologiques. Je vais essayer de le simplifier le maximum possible, sachant à fur et à mesure dans ce cours, on peut euh, comprendre, j'espère, un petit peu beaucoup mieux ces termes biologiques. Donc, soi-disant, il va regarder une protéine qui se localise sur la membrane, à l'extérieur de la membrane, une récepteur, soi-disant. Donc, soi-disant que cette récepteur, elle est exprimée, elle devrait être exprimée. Donc, exprimée, ça veut dire qu'elle est présente dans tout type de cellule, que ce soit la cellule, elle est cancéreuse ou pas. Mais dans le cas des cellules cancéreuses, elle devient surexprimée. Donc, on aura une grande quantité de cette protéine aux surfaces cellulaires. Donc, ici, par exemple, il va regarder si cette protéine elle est exprimée et par quelle quantité elle est exprimée. Donc, bref, il va regarder beaucoup des protéines dans la cellule et en se basant sur le taux d'expression, ça veut dire à quelle quantité cette protéine elle est présente, il peut distinguer si cette cellule elle est cancéreuse ou pas. Il peut regarder encore l'envahissement lymphatique. Donc, si la cellule ou bien la masse tumorale possède un envahissement lymphatique ou pas, si elle est là avec en masse ganglionnaire ou pas. Il va regarder encore le taux de différenciation. Il va regarder si la cellule elle est différenciée ou pas. Comme vous savez très bien, donc, la majorité de nos cellules sont des cellules, dans les cellules adultes, je veux dire, ce sont des cellules différenciées. Comme on a dit dans le premier vidéo, donc c'est une cellule qui a une fonction spécifique. Le problème avec la cellule cancéreuse, c'est qu'elle se multiplie beaucoup, comme on s'est mis d'accord avant, mais en même temps, elle perd sa fonction, elle perd son niveau de différenciation. Bon, l'anapathe, il a ses manières pour regarder si la cellule elle est différenciée, elle a gardé sa fonction ou pas. Donc, en se basant sur cette caractéristique, il peut se juger si la cellule elle est devenue une cellule cancéreuse ou pas. Donc, ce sont des caractéristiques que l'anapathe il peut se baser afin qu'il juge, en se basant sur la lecture microscopique, si cet tissu ou bien ces ensembles des cellules sont des cellules cancéreuses ou pas.